Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous psycho. Aujourd'hui, nous allons parler des émotions et pour aborder cette thématique, j'ai le plaisir de poser mes questions aujourd'hui à Audrey Platania, psychologue et directrice de formation des centres Cogitose. Audrey Platania, bonjour. Bonjour Émilie. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour aborder ce sujet vaste et puis nous allons le voir un petit peu, pas si simple que ça finalement à aborder, même si nous côtoyons tous les jours nos émotions. Donc tout d'abord, pour comprendre de quoi nous parlons, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que l'émotion en psychologie? Alors, c'est une introduction très vaste, hein. Heu, L'émotion en psychologie, elle est partout parce que l'émotion, c'est l'être humain finalement et la psychologie, c'est la science, des êtres humains, de son esprit. Mais justement, je pense qu'on a, trop longtemps clivé, la psychologie cognitive, c'est-à-dire la compréhension de la pensée, de l'intelligence, de comment la pensée se construit. Et d'un autre côté, la psychologie plus clinique, c'est-à-dire la psychologie justement de l'émotion, des affects, de notre ressenti par rapport au monde. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, on est bien dedans, on est dans la psychologie intégrative, c'est-à-dire de pouvoir penser, l'être humain, dans quelque chose qui est dans une interactivité constante entre les instruments de pensée, les éléments émotionnels, et de fait, après, l'observation des comportements, verbaux ou non verbaux. Est-ce qu'elles sont classées, ces émotions? Placé, alors il y a les émotions primaires, hein, qui primaires, ça veut dire que elles sont universelles, hem et ça, c'est assez fabuleux. C'est-à-dire que, quelle que soit votre culture, quel que soit votre pays d'origine, quelles que soient nos différences interindividuelles ou interculturelles, on a tous les êtres humains, les mêmes émotions. Donc oui, il y a des émotions, qu'on distingue bien les unes des autres. Et puis après, dans la réalité du vécu et du quotidien, c'est parfois bien plus compliqué de désembrouiller les émotions parce qu'il y a des interactions entre elles, et que est-ce que je me sens triste? Est-ce que je me sens en colère? Est-ce que je me sens dégoûtée? Est-ce que voilà, j'ai peur à la fois que je suis en colère? Enfin, il y a quand même une vraie interaction là aussi de plein d'émotions différentes. Mais oui, en effet, on peut quand même les distinguer. Et c'est ça d'ailleurs qui va être intéressant aussi en psychothérapie, c'est d'aider la personne à pouvoir, comme une pelote de laine, hein, tirer chaque ficelle, chaque émotion pour en comprendre le message, c'est-à-dire physiologique, corporel, mais aussi le message qu'elle me donne par rapport à mes besoins, par rapport à mes valeurs, sur le plan plus identitaire. Très bien. Ouais, donc elles sont complexes, elles sont là parfois et on ne les a pas forcément invitées. Alors quel est le rôle des émotions? Ah ben, le rôle des émotions, c'est essentiel. En fait, c'est, comme je dis aux ados, c'est comme une notification sur votre téléphone portable. C'est-à-dire que, vous n'avez pas prévu que ce message allait arriver, mais bim, il arrive, et il vous dit quelque chose. Il vous invite à regarder quelque part, à focuser votre attention quelque part, parce que là, il y a quelque chose d'essentiel et d'indispensable à prendre en compte pour pouvoir être bien, quoi, pour votre équilibre. L'émotion, elle a toujours une fonction, c'est un allié, elle a une fonction messagère, en fait. Même si, mais je pense qu'on va en parler, par moment, on n'en peut plus des notifications et que ça peut biper dans tous les sens et qu'on ne sait plus du tout ce que veut dire l'émotion. Et ça va être bien ça le travail, en tout cas, de la régulation émotionnelle et d'apprendre à décoder et apprendre à faire de ces émotions vraiment des alliés pour notre vie, quoi. D'accord, du coup, elles sont nécessaires parce que, elles vont nous inviter à interagir d'une manière spécifique, c'est ça? À écouter quelque chose. Elles vous disent quelque chose, hein, comme, il y a une vidéo sur YouTube, qui est pas mal pour ça, et qui dit, «Les émotions, c'est ton cerveau qui te parle. C'est ton cerveau qui te dit quelque chose». Voilà, et chaque émotion
a un message particulier à délivrer. Voilà. Par exemple, prenons, une des émotions primaires qui serait la peur. La peur, sur quoi ça vous renseigne? Ça vous renseigne sur un danger. Il y a une menace à prendre en compte. Alors, une menace réelle ou imaginaire, hein, ça, en effet, après, on va en parler, mais en tout cas, la peur, c'est une signature, en fait, qu'il y a un danger, qu'il y a une menace et qu'il faut faire attention. Et donc, du coup, ça va vous obliger à intentionnellement porter votre attention sur quelque chose parce que c'est important pour votre survie, physique ou psychologique, mais que en tout cas, il y a quelque chose là, donc ça mobilise l'attention, la peur, donc c'est essentiel la peur. D'accord. Du coup, c'est le cerveau qui commande. Ah oui, c'est le corps qui commande. C'est ça, mais du coup, on n'est pas tous construits de la même manière. Donc finalement, j'imagine que c'est par rapport à comment notre cerveau s'est construit, quel schéma il a intégré. Et de fait, c'est vraiment propre à chaque personne de savoir comment son propre cerveau va réagir, comment son propre corps va réagir face à une situation pour déclencher ou pas une émotion. Oui, mais quelle que soit l'histoire ou comment ça s'est pétri dans vos schémas, l'émotion, elle est à prendre en compte. Elle est jamais à ignorer, elle est jamais à éviter ou à nier. Voilà. L'émotion, elle doit toujours être écoutée, être accueillie, être entendue, si ensuite vous voulez, qu'elle fasse partie de quelque chose de constructif pour vous, et apprendre petit à petit à trier les choses aussi et à pouvoir vous engager ou vous désengager par rapport à cette émotion-là. Voilà. Donc, c'est la peur, mais après, on pourrait balayer toutes les émotions pour en comprendre mieux leur signature. Vous voyez, on peut faire ça si vous voulez. Et rapidement, par exemple, la colère. D'après vous, quel est le message de la colère? Sur quoi ça vous renseigne la colère? Quand? Quelque chose qui m'a heurté et qu'il faut que j'évacue ou non pour pas garder quelque chose en moi. Oui, oui, la colère, c'est en fait, on peut revenir même aux animaux, hein, à l'éthologie pour comprendre ce genre de principe-là. Mais quand, par exemple, un chien, quand vous rentrez dans son territoire, il se met en colère quand vous vous approchez pour pouvoir protéger son territoire. La colère, elle a une valeur vraiment protectrice, c'est-à-dire qu'elle vous dit, là, il y a quelque chose qui est venu faire effraction dans ton territoire, alors qu'il soit extérieur ou votre territoire intérieur, c'est-à-dire votre système de valeurs, et que là, vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est en train de se passer, avec ce qu'on est en train de vous dire, dans la direction qu'on est en train de prendre. Ça ne vous va pas. Vous voyez, vous êtes en désaccord. Donc la colère, c'est vraiment une énergie qui est vitale pour pouvoir dire non, poser ses limites et puis engager son énergie pour faire changer les choses, pour essayer de modifier certaines choses. D'accord. La tristesse, du coup, si on parlait. Et oui, alors la tristesse, c'est important aussi parce que souvent, on ne veut pas être triste. On est triste. On essaye d'évacuer à tout prix la tristesse, de ne pas s'y connecter. Hein. Pourtant, la tristesse, c'est votre cerveau qui comprend avant vous que quelque chose est terminé, en fait, que c'est fini, qu'il y a une fin, qu'il y a une perte. Alors là aussi, ça peut être d'un objet, d'une personne chère, d'une valeur aussi, enfin une perte en tout cas, mais que là, finalement, ça ne sert à rien de continuer à engager son énergie dans cette direction parce que la lutte et le combat ne mèneront à rien puisque c'est terminé. C'est fini. Donc la tristesse, elle vous amène plus à une énergie qui va venir vous recentrer à l'intérieur de vous. C'est plus quelque chose qui est de l'ordre d'aller rechercher à l'intérieur les ressources qui sont disponibles pour pouvoir
être flexible en fait, pour pouvoir vous adapter à la situation et faire autre chose autrement parce que ce que vous vouliez, ce que vous imaginez, bah, c'est pas possible, c'est terminé. Vous voyez? Donc, dans la tristesse, en réalité, il y a plein de mécanismes psychologiques qui sont à l'œuvre, qui sont, pas forcément conscients, mais qui vous amènent à réaménager votre paysage intérieur pour pouvoir faire face à une situation que vous pensiez, impensable ou non envisageable. Heu, D'ailleurs, c'est pour ça que c'est très fatigant d'être triste parce qu'en réalité, il y a énormément d'énergie à l'intérieur de vous pour réaménager les choses. D'accord. Parmi les émotions plutôt positives, il y a la joie Ah également. bah oui. Alors, elle est là pour refaire le plein, pour se ressourcer, Bah, la joie, heu, après le système psychologique est un système, intelligent, donc il cherche toujours à revenir à l'équilibre. D'accord? C'est le principe de l'homéostasie. On recherche l'équilibre et on recherche la joie, en fait. On recherche ce moment d'équilibre entre nos émotions agréables et nos émotions désagréables et donc la joie, bah, elle va vous permettre de vous souvenir de ce qui vous fait du bien, et d'essayer d'aller le reproduire. Donc, ça vous donne une direction, ça vous permet d'avoir en souvenir, plein d'éléments pour dire: «Bah, ouais, c'est par là que je vais aller, ça, c'est bon pour moi». D'accord? Et puis après la joie et beh, c'est là aussi, c'est une énergie qui est énorme, hein. On dit que c'est la reine des émotions, parce que, c'est ce qui vous permet de déplacer des montagnes. Enfin, quand on est vraiment dans une voix intense, on se sent, on a nos ressources qui brillent de mille feux et on a un courage, on a l'enthousiasme, on a l'élan vital en fait, hein, dans la joie. OK, j'ai une question. Quand on écoute une, chanson justement qui, va aller chercher dans nos émotions, qui va en tous les cas susciter une émotion de notre part, que ce soit la tristesse ou la joie, du coup, comment ça fonctionne? Puisque là, il y a pas il y a pas de situation qui nous provoque concrètement ça, mais par contre, on a un rappel, donc est-ce que c'est le cerveau qui va chercher un petit peu, quelque chose au fin fond, de nos souvenirs et qui va, raviver tout ça? Comment ça se passe? Bah, là, en fait, vous parlez, là, on va sur la sensibilité. Heu, En réalité, la sensibilité, c'est bien ça, c'est notre capacité à, percevoir, à capter dans notre environnement, des éléments qui vont ensuite interagir avec nos mécanismes psychologiques, et donc en réalité, la sensorialité et les émotions sont très intriquées. Quand j'entends une musique ou même les couleurs, par exemple, sont très reliées à des émotions. On est très sensible aux ambiances dans une pièce qui vont nous mettre plutôt dans, une ambiance émotionnelle, stressante ou au contraire de la joie. Enfin, il y a une grande intrication entre la sensorialité et nos émotions. Voilà et c'est pour ça qu'en effet, la musique est extrêmement puissante, pour aller nous activer en nous, des registres émotionnels, différents. Vous voyez? Et après, bah, après il y a la pensée et en effet, quand on ressent une émotion, qu'elle soit déclenchée par une musique ou par quoi que ce soit, quand on ressent une émotion, notre cerveau, il a besoin de sens, en fait. Il a besoin de cohérence, il a besoin de comprendre tout le temps. Donc il va aller rechercher dans nos souvenirs, dans, ce qu'il peut attraper, les éléments qui vont venir valider cette émotion. Voyez? Donc, si, vous entendez une chanson très triste et que d'un coup ça active en vous le registre de la tristesse, eh bien, il est possible que vous alliez chercher les pensées tristes en fait qui existent en vous. Voyez? «Ah bah oui, alors ça Alors que tout allait très bien, mais exactement et mais c'est pour ça que la pensée nous piège tout le temps, voyez? Parce que la pensée a besoin de valider. Donc, si vous ressentez de la tristesse, vous allez ensuite chercher tous les éléments dans vos souvenirs, dans votre histoire, dans votre vie. «Ah bah oui, non mais oui, mais c'est vrai que je suis triste là, mais bah, oui, je suis triste parce que ça, parce que ça, parce que ça» et là, vous allez dérouler toute une liste de pensées pour
valider le fait que, bah ouais, là, vraiment, vous êtes triste. Vous voyez le Et du piège? coup, on a envie d'enchaîner avec une autre chanson triste et puis du coup Exactement. Mais en réalité, c'est le principe des ruminations. d'accord. Le principe de la rumination, c'est vraiment ça, c'est le fait qu'on est comme le système déraille et s'enclenche en boucle sur le même registre émotionnel parce que la pensée vient constamment nourrir l'émotion. Vous voyez? Et après, D'où la nécessité, oui, d'avoir une bonne playlist plutôt avec des chansons entraînantes qui viennent un petit peu remonter le moral. mais oui, d'où la nécessité, en effet, de connaître ce principe-là, parce que dans ces moments-là, c'est presque un contrôle volontaire, un entraînement qu'il faut avoir, de aller chercher en fait une autre émotion, d'aller se centrer, parce que dans la réalité, il y a plein d'autres informations disponibles qui peut me brancher sur une autre émotion. Sauf que le cerveau, lui, est pédale Heu, dans la même émotion, oui. D'accord. Bah, je mettrai dans le descriptif, de cette vidéo, il me semble qu'on avait créé sur Wengood une playlist, bonne humeur, donc je vais essayer de Ah, la retrouver, de la mettre, dans le descriptif de la vidéo. Donc on voit donc les émotions influencent nos pensées, notre comportement aussi, que voilà, on est tous concernés bien évidemment. Mais dans quel cas, les émotions peuvent s'avérer problématiques? alors elles s'avèrent problématiques quand on ne parvient pas à les réguler, en fait. C'est ce qu'on appelle, l'intelligence émotionnelle, c'est très à la mode. Mais l'intelligence émotionnelle, c'est, parvenir à identifier l'émotion, à la comprendre, à la réguler, à l'exprimer et à l'utiliser. Ça tient sur ces 5 capacités, l'intelligence émotionnelle. Et quand on parvient, mais c'est un apprentissage, hein, c'est pas inné de savoir réguler ses émotions. Ça, c'est important parce que, c'est pas, c'est quelque chose qui se développe avec l'âge, avec la maturation du cerveau, avec les interactions avec notre environnement, où petit à petit, on devient intelligent sur le plan émotionnel et où on apprend vraiment à réguler l'émotion. Donc l'émotion, en réalité, en elle-même, elle est jamais problématique. C'est nos outils pour pouvoir réguler cette émotion-là qui parfois dysfonctionnent ou en tout cas ne sont pas suffisamment en place et vont nous amener à être soit dans le trop, soit dans le pas assez. Voilà. C'est-à-dire dans quelque chose qui n'est pas suffisamment nuancé avec nos émotions. Donc, soit on va être dans l'hyperréactivité émotionnelle, c'est-à-dire que l'émotion, elle va vous exploser à la figure et vous allez réagir de manière brutale, de manière impulsive à l'émotion, sans avoir pu faire vraiment ce travail d'identification, de décodage, d'écoute, de régulation de l'émotion. Et donc là, en effet, ça peut amener à des comportements problématique et puis que vous pouvez vraiment regretter ensuite, puisque on le sait, hein, agir sous le coup de l'émotion, comme on dit, parfois, ça amène à des dégâts que l'on regrette parfois longtemps. Heu, L'inverse est vrai aussi, on peut avoir des systèmes de dysrégulation émotionnelle, ça s'appelle comme ça, où on est dans l'étouffement de ces émotions, où on est tellement dans l'inhibition de ces émotions que, on ne les entend même plus, qu'elles sont tellement à bas bruit à l'intérieur de nous que, on passe complètement à travers, et souvent ensuite, on sait pas qui on est, on sait pas ce qu'on veut, on sait pas ce qu'on fait là, on sait pas ce qu'on attend de la vie, parce que vraiment les émotions, c'est notre boussole. C'est ce qui nous permet de nous diriger et de savoir ce qu'on veut pas, ce qui est important pour nous, ce qui a de la valeur, voilà. Donc l'émotion devient, notre ennemi, quand on ne sait pas la réguler, en fait. Et pourquoi, parfois on n'a pas ces outils justement? Pourquoi parfois on ne sait pas réguler les émotions? Vaste question. Heu, Brièvement. non, mais c'est-à-dire qu'on peut aller sur des explications,
de trouble instrumental. Et puis après, on peut aller sur des explications, des causalités plus développementales. Donc, si on prend la première catégorie, ben, on n'est pas tous équipés de la même manière. Donc, sur certains profils, ça va être plus compliqué. Par exemple, le TDAH, hein, les personnes qui ont un trouble déficit attentionnel ont des difficultés au niveau des fonctions exécutives, donc des fonctions justement pour le dire simplement, de prendre de la distance, de ne pas réagir de manière impulsive, de pouvoir prendre en compte les éléments de l'environnement, de pouvoir planifier, de pouvoir… Voilà. Et donc, cette difficulté au niveau des fonctions exécutives va amener des difficultés de régulation émotionnelle. Voyez. Et là, ça n'a rien à voir avec l'environnement ou le développement, c'est vraiment instrumental. Et après, il y a d'autres troubles aussi de la personnalité, dont on a parlé ensemble d'ailleurs, hein, ou de la dépression, la bipolarité, les états limites. Enfin, il y a d'autres troubles qui peuvent amener vraiment des difficultés au niveau de la régulation émotionnelle. Et puis après, il y a tout ce qui est plus facteur développemental. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, la régulation émotionnelle, c'est pas inné, c'est pas voilà, ça se développe en interaction avec votre environnement, en mirroring, c'est-à-dire en imitation avec votre environnement, et selon ce que vous avez pu avoir comme modèle de régulation émotionnelle autour de vous, ça va constituer des schémas plus ou moins fonctionnels de régulation pour vous ensuite dans votre vie. Vous voyez. Donc, en réalité, ça va dépendre de comment on a pris soin de vos propres émotions aussi. Comment vos figures d'attachement, c'est-à-dire votre berceau affectif, a répondu à vos émotions. Est-ce qu'on a pris le temps de les accueillir, de les écouter? Est-ce qu'on a laissé de la place à vos émotions? Est-ce qu'on a cherché à les décoder, à mettre des mots dessus, à vous fournir le vocabulaire, rien que ça, quoi, à vous donner les mots pour pouvoir étiqueter, en tout cas décoder ce qui se passe en vous. Est-ce qu'on vous a permis de construire une grille de lecture pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de vos émotions? Vous voyez. Voilà. Donc, on n'est pas tous équipés de la même manière. En revanche, ça peut être une compétence qui se travaille. Comment est-ce qu'on apprend à gérer ces situations? Alors, on va dire réguler, on ne va pas dire gérer. Réguler, pardon. Alors, comment ouais, le cerveau est plastique, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que quels que soient les éléments, on peut en effet, petit à petit, apprendre des stratégies pour mieux réguler ses émotions. Alors, sans rentrer trop dans les détails, c'est vraiment le cortex frontal qui va vous aider à réguler vos émotions. C'est le lien entre tout ce qui va être les structures corticales liées aux émotions, c'est-à-dire, bon, on retrouve l'amygdale, l'insula, enfin, il y a plusieurs structures qui sont liées au système, on va dire, limbique, émotionnel. Et puis, il y a tout le cortex préfrontal qui est plus le cortex de la pensée, de la mise en mots, de la régulation. Voilà. Et tout le travail, ça va être d'essayer de refaire des liens entre ces deux systèmes pour vous aider petit à petit à réguler vos émotions. Donc, déjà, en réalité, la première chose à faire, ça peut sembler, mais quand même, c'est de respirer. C'est-à-dire, la respiration permet déjà à l'émotion de ralentir sa brutalité. Vous voyez, la respiration, c'est ultra nécessaire quand vous êtes submergé, quand vous êtes envahi, quand vous êtes vraiment aux prises d'une émotion. Déjà, de respirer, ça vous permet de libérer pas mal d'hormones pour apaiser l'arrivée brutale de l'émotion. Ensuite, il faut arriver à la ressentir dans le corps. Vous voyez, pour pouvoir écouter sa présence, pour pouvoir entendre sa présence. L'accepter, accepter que cette émotion soit là. Et ça, c'est une étape qui est importante parce que souvent,
on confond l'acceptation avec la lutte. C'est-à-dire, on veut pas. On veut pas avoir peur, on veut pas être triste. Et vous voyez comme ça peut engager des schémas sur le plan de notre éducation. Ne pleure pas, tu n'as pas de raison de pleurer, tu n'as pas de raison d'avoir peur. Vous voyez, et comment Et du ça. coup, notre rapport à l'émotion, là, il est complètement brouillé. Voilà, voilà. Donc, accepter que l'émotion soit là, qu'elle soit légitime, qu'elle soit tout à fait acceptable. Toutes les émotions sont légitimes et acceptables parce qu'en fait, une fois qu'elles sont là, elles sont là. Vous voyez, il n'y a pas d'émotion non acceptable, on va dire. Ouais, Elles sont là, de toute façon, sont là. elles sont là, elles servent à quelque chose. Donc, oui. Exactement. Donc, il faut accepter qu'il y ait cette émotion. C'est tous les principes de la thérapie ACT. Enfin, bon, là, je pars sur autre chose, mais c'est vraiment le principe de pouvoir traverser l'émotion plutôt que de lutter contre et d'essayer de la combattre pour ne plus qu'elle existe. Vous voyez? Parce que comme l'émotion est un message, en fait, votre cerveau, il veut vous donner ce message. Au moins, vous écoutez. Au plus, il va crier. Vous voyez? Quand vous voulez parler à quelqu'un, mais que la personne ne vous entend pas, vous écoute pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez hurler, vous allez dire: «Oh, je te parle!» Vous voyez? Donc, l'émotion, elle fait pareil, en fait. C'est-à-dire qu'au plus, vous essayez de la combattre, au plus elle augmente le niveau, le seuil, pour que vous puissiez entendre. Et donc, au plus, ça va être compliqué après de la réguler. Vous voyez? Donc, voilà. Et ensuite, essayez de voir dans ces moments où on est vraiment submergé par l'émotion, comment on peut la traverser sans trop écouter nos pensées. Alors, ça peut être bizarre, Pas facile. Ouais. mais en réalité, sous le coup d'une émotion forte, quand elle nous submerge, ça va entraîner beaucoup de biais au niveau de notre pensée. Vous voyez, comme je le disais par rapport à la tristesse, à la Oui. question par rapport à la musique, votre cerveau, il va chercher à la valider, à la nourrir. Et donc, si vous êtes en colère, bah oui, vous allez trouver encore plus de raisons d'être en colère contre Ouais. cette personne. Et oui, la situation, elle est vraiment injuste. D'ailleurs, On verra tout en noir, quoi. Tout la sera dernière fois, ça faussé, s'est déjà finalement. Ouais. produit, et dans un autre contexte, vous avez vécu la même chose et ça s'est passé comme ça. Et en fait, ça Pour nous. reprendre de la hauteur. Exactement. Ouais. Donc, il faut essayer dans ces moments-là de ne pas trop porter d'attention à la pensée qui va en réalité juger, commenter, mais même par rapport à nous, qui va nous dire: «Ah mais regarde comme tu es encore triste, tu es vraiment faible, tu n'arrives vraiment pas à reprendre le dessus, tu es toujours en train de te», enfin, des commentaires aussi très négatifs sur nous, en fait, dans ces moments-là où on s'autocritique par rapport au fait de ressentir cette émotion et se dire: «Ah non, mais voilà, j'ai encore peur, moi je stresse pour tout, c'est pas possible, j'y arrive pas». Vous voyez? On est impitoyable, en fait. On est vraiment Voilà. impitoyable envers Donc, nous-mêmes. dans ces moments-là, d'essayer, ça s'appelle de défusionner avec ses pensées, c'est un terme de la thérapie ACT, c'est-à-dire de pas adhérer, de pas, se laisser embarquer par ces pensées-là qui sont en fait des pensées complètement, biaisées par l'émotion. Vous voyez? Mais plutôt d'ouvrir les bras en fait et d'accueillir l'émotion, de dire: «OK, tu es là, bah ouais, le stress il est là, je te connais, j'ai déjà eu affaire à toi», et quelque chose qui va plus être doux, qui va traverser. Et ensuite on pourra réactiver le cortex préfrontal et réfléchir: «Bon alors pourquoi dans cette situation, ça a déclenché chez moi autant de colère? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça vient me dire? Qu'est-ce que ça vient questionner en moi au niveau de mes valeurs, au niveau de mon bien-être, si c'est au travail, si c'est dans mon couple, si c'est avec mes enfants? Pourquoi cette situation, elle déclenche toujours chez moi, une réactivité émotionnelle de cet ordre-là?» Vous voyez? Et là, on est dans une réflexion qui est beaucoup plus profonde et un traitement qui est beaucoup plus profond, de l'émotion. Vous voyez? Plutôt qu'un Ouais. traitement qui est, en panique, enfin sous le coup de l'émotion. Oui, c'est
Et du coup, quand on comprend ça, c'est aussi le moyen justement de transformer, on va dire, cette émotion-là davantage en force. C'est-à-dire, on sait qu'elle est là, elle sert à quelque chose, et dès lors qu'on accepte ça, on peut trouver effectivement le pourquoi du comment, et puis, oui, de transformer en force et mettre en place de nouveaux comportements, c'est ça? Complètement. C'est ça ça va générer de nouvelles stratégies d'adaptation, en fait. Ok. Alors, question, on y vient. On entend parler d'hypersensibilité, de haut potentiel émotionnel, beaucoup. Pouvez-vous en fait nous aider à clarifier ce point? Oui, alors, par où le prendre? C'est un sujet qui peut être très polémique, qui est très, controversé. On entend beaucoup de choses. Hem, alors déjà, le haut potentiel émotionnel, ça n'existe pas, d'accord? C'est un concept, qui a été créé en fait, et que ça ne se quantifie pas. Aujourd'hui, on n'a aucune mesure disponible, aucun test disponible qui permet de quantifier votre niveau de sensibilité. D'accord? Toutes les études qui sont faites sur la sensibilité, la haute sensibilité, la sensibilité élevée ou l'hypersensibilité, vous l'appelez comme vous voulez, tout ça c'est pareil, tient beaucoup sur des questionnaires, sur des auto-questionnaires, qui ont une fiabilité, une validité, assez bonne, hein, mais qui restent des questionnaires, hein. Donc ça reste donc, ça vient évaluer votre vécu subjectif, ça vient évaluer et c'est vous qui cochez les cases. Donc ça vient évaluer, quelque chose qui est relatif. Voilà. Mais heu, il est clair qu'on perçoit très bien que certaines personnes ont un seuil d'activation au niveau de la sensibilité qui peut être différent. Heu, Parce que la sensibilité, en fait, c'est ça, c'est un seuil d'activation. C'est-à-dire à quel degré, ça va déclencher chez vous, quelque chose d'une réaction. Vous voyez? Et les personnes qui ont une haute sensibilité, qui ont une hypersensibilité, ce sont des personnes qui ont un seuil d'activation bas. C'est-à-dire qu'ils sont, très sensibles, alors, sur un plan sensoriel déjà, hein, qui peuvent être très sensibles, un petit bruit, une petite odeur, qui vont capter, en fait, l'information, la stimulation beaucoup plus rapidement, à un niveau d'intensité beaucoup plus faible. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc ça, c'est la définition de la sensibilité. C'est la capacité à percevoir les stimulations, qu'elles soient externes ou internes, de manière beaucoup plus intense, à des niveaux d'intensité, beaucoup plus bas, vous voyez? Et après, beh, il y a quelques études aujourd'hui, sur vraiment le cerveau, où on essaye de voir s'il y a vraiment une différence dans le cerveau des personnes, sensibles ou plus sensibles. Ça reste des études qui sont assez fragmentaires, qui sont pas il y a pas encore vraiment il y a beaucoup de choses encore à faire sur ce sujet, mais qui montrent qu'en effet, les personnes dites hautement sensibles, ont, une activation plus forte de certaines zones au niveau du cerveau, et j'en ai parlé, hein, ces zones au niveau de l'amygdale, de l'insula, d'autres structures aussi, qui viennent en effet dire que cette sensibilité, cette hypersensibilité, elle existe et c'est un trait de personnalité, c'est une dimension de la personnalité qui est importante à prendre en compte, et à comprendre, pour pouvoir, mieux vivre avec. Voilà. Mais par contre, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'elle est confondue avec plein d'autres choses, et qu'elle est mixée avec, plein d'autres éléments d'information, qui rend, un peu plus confus sa compréhension. D'accord. Donc, on en a parlé, on vit tous différemment nos émotions, on a tous plus ou moins de mal à réguler un petit peu nos émotions en fonction de ce que l'on vit. À partir de quand consulter?
Bah, je pense qu'à partir du moment où on se sent, maltraité par ses émotions, envahi, submergé et que, ça a des conséquences, négatives sur le plan de, notre adaptation sociale, sur, notre fatigue, ça engendre beaucoup de fatigue, sur, notre notre capacité, à pouvoir, nous sentir à notre place, dans la bonne direction. Enfin, à partir du moment où il y a une souffrance, où il y a un mal-être psychologique, c'est toujours légitime, d'aller consulter, en fait. Ouais. Heu, donc oui, je dirais ça. OK. Et est-ce qu'il y a des thérapies justement qui sont spécifiques à ce genre de problématique? Ouais, alors en réalité, je pense que toutes les thérapies, aujourd'hui, aident, la personne sur le plan émotionnel aussi, hein. On est vraiment dans une psychologie, intégrative aujourd'hui qui prend en compte, la dimension émotionnelle. Il y a pas mal de choses qui ont été faites au niveau de la méditation de pleine conscience, de la mindfulness, qui permet, vraiment un accès à une meilleure conscience de soi, vous voyez? Je pense que ces approches thérapeutiques comme la thérapie ACT que j'ai citée aussi tout à l'heure, ce sont des approches thérapeutiques qui vous permettent d'avoir une meilleur accès à votre laboratoire intérieur, vous voyez? À être plus, conscient de ce qui se passe à l'intérieur de vous quand ça se passe. Oui, parce que finalement, c'est ça la difficulté avec les émotions, c'est de pas comprendre ce qui se passe à l'intérieur et d'un coup de se sentir submergé sans avoir la possibilité ni de comprendre, ni du coup de pouvoir réguler. Donc, la mindfulness, les thérapies ACT sont vraiment des approches thérapeutiques qui ont comme axe, de ralentir, de pouvoir vous aider à ralentir et d'observer, les différents, mécanismes émotionnels, physiologiques, cognitifs, intellectuels qui sont à l'œuvre, pour amener ce comportement-là. Vous voyez? Ça a été déjà le cas avec les TCC et puis là, il y a cette troisième vague qui met encore un peu plus l'accent, sur cette manière d'être plus conscient de ce qui se passe là, maintenant, à l'intérieur de soi pour pouvoir justement avoir un meilleur accès à une régulation de soi. Merci beaucoup Audrey. Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour? Évidemment, il y a toujours des choses à dire. Est-ce que vous avez un petit mot à rajouter pour conclure ce sujet? Et en effet, hein, je pense qu'on pourrait faire des focus sur, énormément de points qu'on a abordés aujourd'hui pour les approfondir. Après, ce qui est important quand même dans la régulation émotionnelle, c'est de savoir que c'est aussi la base de l'empathie. Les émotions, c'est ce qui nous permet, de rentrer, en miroir, en résonance avec le vécu émotionnel des personnes qui nous entourent. Et en réalité, au plus vous apprenez à réguler vos émotions, au plus vous apprenez à prendre conscience aussi des émotions des autres et ce qui se passe dans le système émotionnel, des personnes qui vous entourent. Et donc du coup, ça vous permet d'avoir une compétence empathique beaucoup plus développée, pas dans la confusion, c'est-à-dire vous n'allez pas voler les émotions des autres, mais vous êtes conscient de vos émotions et donc plus conscient des émotions des autres. Et c'est vraiment à la base de tout ce qu'on appelle aujourd'hui les compétences psychosociales, qui sont ultra importantes à développer dès le plus jeune âge, en fait. Ouais. On peut imaginer effectivement l'impact ô combien positif justement de prendre conscience de ce que nos paroles ou nos actes peuvent avoir en répercussion chez les autres. J'ai vu, je crois que c'est au Danemark justement qu'il y a des cours d'empathie justement dans les écoles dès le plus jeune âge, on apprend ça. Et il me semble, alors peut-être que j'espère ne pas me tromper, mais que j'ai lu que c'était aussi un petit peu dans les papiers de l'éducation nationale ici en France. Mais ouais, Ah oui, complètement. On cherche ouais. des moyens d'avoir des programmes de développement au niveau des compétences psychosociales, et de travailler. Et une des bases, c'est de travailler le décodage des émotions, la régulation des émotions pour pouvoir mieux s'ajuster en fait sur le plan relationnel. Et apprendre à mieux vivre ensemble. En beau, Exactement.
Un beau programme donc. Merci beaucoup Audrey, voilà pour vos explications toujours très très pertinentes et voilà pour rendre ces sujets accessibles aussi. Donc merci beaucoup Audrey. Alors on le rappelle, si vous avez des difficultés à réguler vos émotions et que cela nuit à votre épanouissement, il faut simplement pas hésiter à consulter un psychologue. Un psychologue peut aider à poser des mots, peut aider à mieux vous connaître aussi, à mieux composer avec les émotions que vous ressentez et au besoin donc de mettre en place de nouveaux comportements peut-être plus fonctionnels pour faire des émotions une force, hein, on l'a vu, voilà, une fois qu'on sait mieux accueillir, mieux d'où ça vient, mieux appréhender tout ça, on peut justement modifier nos comportements pour en tirer une véritable force. Audrey Platania, donc je me permets de rappeler que l'on peut vous contacter en direct via les centres Cogitos, c'est bien ça? Oui, le réseau Cogiteuse, c'est un réseau de psychologues que vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet. Exactement, et je mettrai également les informations dans le descriptif de cette vidéo, ainsi que la playlist, je n'oublierai pas. Merci beaucoup Audrey. Merci Nouveau, pour cette invitation, Émilie, merci. Et j'espère très prochainement vous retrouver pour un prochain sujet, parce qu'on a vu, il y a toujours des choses à approfondir. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.